Alors, j'ai parlé de ces répressions, de l'origine de la propagande, notamment parce que tout cela s'est raconté dans un livre qui s'appelle Le Talon de Fer, qui a été écrit par Jack London en 1908, et qui parle de tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il parle des briseurs de grève, et qu'il parle des agents oligarchiques, qu'il parle des chiens de garde du système oligarchique. Et lui, ce qu'il explique, alors pourquoi ça s'appelle le talon de fer? Parce qu'à un moment, lui, apparemment c'est quelque chose qu'il a vécu, donc son personnage dans le livre qui correspond à lui a été, si je puis dire, quelqu'un qui était actif au niveau des syndicats, et à un moment il se retrouve à discuter avec un oligarque qui dit mais quoi que vous fassiez, ça se terminera toujours de la même façon, on sait le faire depuis des siècles, on vous écrasera du talon. C'est pour ça que ça s'appelle le talon de fer. Bien, voilà, l'oligarchie, si elle ne sait pas manipuler, elle écrase. Donc là, on voit qu'il y a eu des morts. Et comment une minorité fait pour garder son pouvoir et une influence sur un plus grand nombre de personnes? Ça se fait via des organes de propagande, mais surtout via un réseau de renseignement qui est vraiment important. Donc la caractéristique de l'oligarchie, c'est qu'elle paye des agents qui sont infiltrés partout, je dis bien absolument partout, pour avoir des informations. Et si les agents infiltrés, à un moment, ils réussissent à suffisamment déstabiliser en interne tel ou tel groupe, pour finalement réussir à prendre une position dominante, voire à arriver à la tête du groupe correspondant, c'est une bonne chose. Euh, c'est une bonne chose pour l'oligarchie. Euh, donc ici, toujours dans la continuité par rapport aux chiens de garde de l'oligarchie, il y a un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, où tout ça c'est vraiment bien expliqué. Donc ça c'est un documentaire qui est assez récent. Ici, objectivement, on voit que la propagande, euh, je crois que c'est en France, la propagande, elle est faite par des milliardaires qui ont pu racheter les médias, c'est-à-dire que toute la presse, tous les médias, c'est 10 milliardaires qui possèdent ça, et qui vont exercer un lobbying assez important via des experts qui sont mandatés par eux pour intervenir, qui font généralement partie du conseil d'administration qui sont vraiment en lien depuis longtemps avec certains grands groupes, qui vont intervenir dans des médias qu'ils possèdent. Donc et voilà, la propagande qui est enclenchée. Donc là, vraiment important de comprendre cette notion des agents oligarchiques, des agents infiltrés qui sont présents à tous les niveaux. L'État a un système de renseignement avec des services dédiés et aussi avec des personnes qui travaillent pour les services de renseignement. Et c'est estimé à 3% de la population française. Et qui sont à des endroits clés et qui vont pouvoir à certains moments donner des informations sur comment ça se passe. Mais ce système d'espionnage, il n'y a pas que l'État qui le fait. Les grandes multinationales, les grandes entreprises ont aussi leur service de renseignement, ils ont aussi leur service d'agents infiltrés, et ils vont faire soit de l'espionnage industriel, soit de réussir à déstabiliser tel ou tel groupe de tel concurrent, généralement, ou de telle ou telle façon. Mais ça comprend aussi comment faire pour corruption des systèmes étatiques, et j'en passe. Et si on prend ce que je vais appeler les mafias, donc là après là le mot mafia il est à mettre entre guillemets parce que euh, à certains moments, et alors c'est vraiment problématique quand tout se mélange, et que les systèmes mafieux et les systèmes des multinationales peuvent être proches. Les multinationales peuvent corrompre les services étatiques, et parfois en fait voilà tout ne forme qu'une seule et la même chose. Alors même certains disent que voilà, en réalité, c'est une mafia qui contrôle tout et qui ensuite a ses agents au niveau des multinationales, au niveau des services étatiques et des mafias. Les mafias, les petites mafias, hein, c'est celles qu'on voit comme dans les films avec le parrain et compagnie, ça c'est les petites mafias. La vraie mafia, généralement, on la met pas en... C'est rare qu'on la présente telle quelle dans les films, et si on la présente telle quelle, c'est d'une façon de fiction, c'est-à-dire voilà, on va faire croire que c'est un fantasme. Mais il y a vraiment ce système-là qui fonctionne. Alors pour illustrer cela, je vais donner un exemple concret, c'est l'enrichissement de la famille Rothschild.
Alors, historiquement, la famille Rothschild, elle a créé sa fortune de la façon suivante. L'un des membres de cette famille était conseiller auprès du roi de mémoire aux Pays-Bas. Le conseiller a réussi à se barrer en Angleterre avec, avec une partie du trésor. Donc, coffre-fort, pièces d'or, on braque tout. Part en Angleterre. Et ensuite, par l'utilisation d'un système d'espions assez développé, ils ont réussi à estimer l'avancée de l'armée napoléonienne. Et eux, ils savaient que Napoléon ne réussirait pas à arriver jusque Londres et qu'il voilà, qu'il n'y aurait pas un impact important en Angleterre. Mais ils ont utilisé leur réseau de renseignement pour faire de la propagande et ils ont réussi à faire croire à tout le monde que ben là, voilà, Napoléon allait arriver et qu'il allait tout rafler, que les gens allaient tout perdre. Donc qu'est-ce qu'ont fait les personnes? Ils se sont empressés de tout vendre à toute vitesse. Tout a perdu 90% de sa valeur. Les Rothschild ont racheté tout ce qu'ils ont pu. Et ensuite, quand l'information a été confirmée que ben non, Napoléon n'arrivait pas, et ben voilà, vous avez compris la richesse de cette famille qui a été multipliée par 10. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Service de renseignement, service d'information, système de propagande. Donc à l'époque actuelle, on est toujours avec des choses comme ça. Ils ont leur service de renseignement. Ils ont même euh, une armée privée, donc l'oligarchie une armée privée, donc c'est vraiment du mercenariat mais à très très grande échelle. Donc ça s'appelle Blackwater Worldwide, il me semble que ça a changé de nom, mais si vous tapez Blackwater Worldwide vous allez tomber dessus. Donc c'est une armée privée, une armée de mercenaires qui est réputée pour être suffisamment équipée pour être capable quasiment de renverser n'importe quel état sur la planète. Alors, à mon avis, c'est compliqué de le faire pour les 5 premières puissances mondiales, mais ça veut dire que s'il faut renverser un autre gouvernement sur la planète, eux ils sont équipés. Donc là, on parle d'une entreprise qui a des budgets de centaines de millions de dollars, peut-être même plus. C'est quelque chose de colossal. Mais ça, c'est l'armée privée oligarchique. Et comment on fait pour contrôler un monde qui est dirigé par l'économie? Ben, on possède les banques centrales, donc que ce soit la Fed, la BCE et ainsi de suite. Toutes les banques centrales sont possédées par l'oligarchie, ce sont des banques privées. Donc ici, on n'est plus du tout dans un système qui est avec des États-nations qui sont souveraines et autonomes. On est dans un système qui est dirigé par des banques privées. Et on est avec des multinationales qui ont plus de richesses parfois que certains États. Et là, on rentre clairement dans ce qu'on va appeler le corporatisme. Donc, ce n'est plus des démocraties avec des États-nations, ce sont des grands groupes, des grandes puissances, des grandes fortunes qui dirigent. C'est du corporatisme, ce sont les corporations qui dirigent. Et pourquoi je parle de corporatisme? Parce que c'est M. Mussolini, le dictateur Mussolini, qui disait la vraie définition du fascisme, c'est le corporatisme. Donc là, vous voyez qu'avec cette grille de lecture-là, qui est, voilà, vous voyez, c'est Mussolini, quoi, hein, on va dire qu'il sait de quoi il parle. Le corporatisme, c'est le fascisme. Donc on voit qu'ici, l'État français, qui fait partie de l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle est dirigée actuellement, c'est une dictature. Ici, on est en plein dans le fascisme. Mais la propagande a été mise en place pour faire croire que le fascisme, c'est autre chose. Alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais bon, c'était il y a quelques décennies, un homme politique qui disait, c'est pas un français, qui disait vous verrez qu'une époque viendra, donc un homme politique de mémoire, hein, vous verrez qu'une époque viendra où les fascistes se feront appeler eux-mêmes antifascistes. Donc tout ce qu'on parle d'antifa et compagnie extrême gauche, en réalité ça fonctionne pour, euh, euh, pour l'oligarchie dominante, pour cibler certaines personnes qui vont avoir des tendances qui correspondent au fascisme, hein, qui va être des États, des modes de fonctionnement qui sont plus totalitaires au niveau de la loi, mais aussi pour discréditer toutes les personnes qui auraient tendance à cibler du doigt le vrai fascisme. Donc là, je vais résumer ce que j'appelle l'oligarchie. L'oligarchie dominante, donc oligo, c'est pour, je crois que ça veut dire petit, archi, ça veut dire pouvoir, donc c'est euh,
la minorité qui a le pouvoir. Cette oligarchie, actuellement, elle est plutôt plutocratique, donc ça c'est le pouvoir de l'argent. Quand c'est aristocratique, ce sont les meilleurs qui dirigent, donc ici c'est pas considéré que ce sont les meilleurs, ce sont ceux qui ont plus d'argent, plus de pouvoir. Et c'est leur oligarchie, elle est généralement constituée en familles, euh, qu'on peut qualifier de mafieuses, mais qui sont en lien notamment avec les banques, les multinationales, les grandes entreprises. Donc c'est vraiment ce cercle fermé de familles qui se connaissent, qui travaillent entre elles et qui maintiennent leur avantage sur la population. Et on voit que ce système de mainmise oligarchie, de corruption, il est vraiment bien mis en place. Notamment parce qu'il y avait des journalistes qui avaient fait une expérience au niveau des députés européens, où ils s'étaient fait passer pour des représentants de lobby, et voilà, pour savoir dans quelle mesure tel ou tel député pouvait bosser pour eux au niveau de ce qui se passe au niveau européen. Et eux, ce qu'ils ont expliqué au niveau de leur expérience, c'est qu'il y avait 30% des députés européens qui avaient accepté les promesses de Potvin sans se poser de questions. Euh, Sans se poser de questions. Dire c'est tellement banalisé, ils doivent avoir 10 promesses par jour, une de plus, ah oui, ok, je prends note, on reprend contact. Donc ça déjà c'est un facteur qui est assez significatif par rapport à l'état de la démocratie, dire en France, en Europe principalement. Il y a aussi un autre facteur qui est vraiment pour moi déterminant, c'est le fait que tout le secteur médical et tout le secteur de l'armement appartiennent au privé. Alors, on va même dire médical, armement et banque appartiennent au privé. Pourquoi? Parce que si on trouve des moyens de guérir toutes les maladies, le secteur médical ne fait plus de profit, il fait faillite. S'il y a la paix sur Terre, le secteur de l'armement fait faillite. Et qu'est-ce qui finance les guerres? Ce sont les banques, et avec des intérêts. Donc on sait par exemple que pourquoi la Deuxième Guerre mondiale a duré aussi longtemps? Parce que ce sont les banques qui ont financé Hitler. Et vous savez, là, voilà, c'est Rothschild, voilà, c'est ces familles-là qui ont financé. On sait que Hitler aussi avait des finances via Bush grand-père, donc pas celui pas le dernier président, pas son père qui a aussi été président et chef de la CIA, c'était le grand-père. C'est du temps du grand-père, voilà, ils ont financé. Et même là, il y a suspicion que tout ce qui s'est passé à cette époque-là, voilà, que finalement c'était des pompiers pyromanes, et ce qui a permis après euh, le fait que les Américains puissent s'installer en Europe tel qu'on a pu le voir. Donc j'explique tout ça vraiment pour voilà, donner des grilles de lecture de comment ce monde fonctionne, et que tout ça, ce n'est qu'à l'image de ce que je vais expliquer par la suite. Donc si tout à l'heure j'ai parlé du documentaire Propaganda, qui parle principalement d'Edouard Bernays, et de comment il y a eu une action euh, de ces outils de propagande sur la culture. Donc Édouard Bernays, par exemple, il explique qu'à un moment, il a été mandaté par un fabricant de cigarettes pour augmenter ses ventes de cigarettes. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il a dit, ben voilà, on va faire de la propagande pour faire fumer les femmes, ça va multiplier les ventes de cigarettes par deux. C'est ce qui a été fait, grande manifestation, être une femme libérée, qui est libre, c'est une femme qui peut fumer, voilà. Oh, et il a réussi à augmenter les ventes de cigarettes. Et ça, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Je parlais de culture tout à l'heure. Ici, je vais parler d'Hollywood, qui est le principal organe de propagande de la culture américaine. Alors là, il faut bien comprendre que ici, on parle de l'empire américain. C'est un empire. Donc un empire, il exerce une influence euh, sur des États qui ne font pas partie de lui à la base, et il doit trouver des moyens de maintenir son influence. Et donc ici, ça a été, via les films et les séries, d'inonder le monde de la culture américaine. Mais il n'y a pas eu que ça, vous voyez, on porte tous des jeans maintenant. Et il y a quelques années, il y a un petit peu de propagande qui a été faite. Voilà, moi ici dans le Nord, quasiment dans tous les villages, il y a un club de country. Et il y a 10-15 ans, quasiment tous les mecs se sont mis à jouer au poker. Le Texas Hold'em, hein. Donc vous voyez, on imprègne pour que les personnes rentrent dans ces systèmes de culture, qui est en lien avec une idéologie. Il faut bien comprendre ça, il y a toujours une culture qui est en lien avec l'idéologie. Euh, Si on parle du foot moderne, de l'engouement des hommes pour le foot, l'origine, ça vient de la révolution industrielle.
À la base, qui est-ce qui jouait au soccer, au foot anglais? C'était la noblesse. C'était l'aristocratie qui jouait au foot. Et ils ont ils ont mis en œuvre des moyens pour, euh, pour démocratiser ça. Et donc les ouvriers étaient très contents de pouvoir jouer au, au jeu des riches. Ici, là, si on prend notre exemple plus récent, c'est le golf, la démocratisation du golf, où ils ont essayé de démocratiser le golf avec plus ou moins de succès. Et donc voilà, maintenant on a la bourgeoisie, voire la petite bourgeoisie qui va jouer au golf. Mais c'est toujours le même objectif. Et notamment avec le foot, ça a été de pouvoir concentrer toutes les tensions vécues par les ouvriers et que cette tension ne soit plus redirigée vers, vers les oligarques, mais que soit redirigée vers les supporters du club de foot de la ville d'à côté. Euh, donc voilà, ça c'est une technique de manipulation. Et quand ils ont eu trop de soucis à gérer tout ça, donc vous voyez l'exemple que je donne tout à l'heure là, avec les 66 morts, c'est 1914, et ben qu'est-ce qu'on fait? On déclenche des guerres. On déclenche des guerres, donc là ils ont déclenché une guerre mondiale. Euh, et qu'est-ce qu'on fait pendant les guerres? Et ben tous les hommes qui sont vraiment performants pour aller se battre, on les envoie se massacrer entre eux. À la fin de la guerre, est-ce qu'on continue de faire des révoltes contre l'oligarchie? Maintenant, tout a été détruit, de toute façon il n'y a plus de combattants, et donc là voilà, le problème il est réglé pour une génération. Euh, Quelle est la cause de la Deuxième Guerre mondiale? C'est la crise de 29 qui entraîne la crise de 33 en Allemagne et qui entraîne la montée au pouvoir d'Hitler. Et là, re-guerre mondiale, et cette fois-ci 50 millions de morts. Et qui est-ce qui finance la guerre? Ce sont les banques. Voilà. Quand on a ces grilles de lecture-là, on commence mieux à comprendre comment ça fonctionne. Donc la propagande se fait par la publicité, se fait par les séries, par les films, et par les médias, on va dire principalement les JT, avec une multiplication des médias, mais en fait c'est toujours quasiment le même son de cloche. L'objectif de ces médias, c'est d'induire un état de fait. Voilà, une discussion à une caisse de supermarché il n'y a pas longtemps, parlant du président actuel, tous en lui un autre, tous pourris. Voilà, état de fait, sentiment d'impuissance, voilà, on peut rien faire. Le plus bel exemple qui me reste à l'esprit, vraiment ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vraiment grossier ce jour-là. C'était un incendie dans le sud de la France et on voit une maison qui brûle avec le, le propriétaire de la maison qui est dépité, il regarde sa maison brûler et le commentaire c'est voilà, cet homme impuissant regarde sa maison brûler. Induire le sentiment d'impuissance. Induire le sentiment d'impuissance. Voilà, donc ça c'est voilà, quelques exemples concernant comment le pouvoir exercer avec notamment des outils de propagande. Donc ici maintenant je vais parler un peu de ce qu'on va appeler de démocratie, euh, avec quelques citations. Euh, C'était Alexis de Tocqueville qui disait: Je ne crains pas le suffrage universel, universel direct. Les gens voteront comme on leur dira. Une, une citation qui est attribuée à un oligarque. C'est pas bien clair qui aurait dit ça, mais bon, si je puis dire, n'importe quel oligarque pourrait dire ça. La citation c'est la suivante, c'est: peu importe pour qui ils votent toujours pour nous. Donc là on revient sur les agents oligarchiques qui sont insérés partout, voire même qui sont à la tête de tous les partis. Euh, que s'ils ne coopèrent pas, euh, ils sont soit éliminés. Coluche, ils ont essayé de le récupérer, et apparemment il n'a pas voulu, et il a essayé d'agir pour le peuple, on l'a éliminé. Bérégovoy, il a voulu, quelqu'un qui était issu du milieu ouvrier, donc vous voyez, on avait ici un ministre qui n'était pas issu de leur monde, le monde de l'oligarchie. C'était vraiment l'exception de dire, voilà, regardez, un ouvrier euh, qui, euh, qui accède, qui peut devenir ministre, vous voyez l'égalité des chances. Mais en fait, cette égalité des chances, elle n'existe pas vraiment. Ce sont juste des faire-valoir. Et lui, à un moment, il a essayé de faire quelque chose, à savoir créer un service de anticorruption solide au niveau de l'État. Donc il voulait faire le ménage. Voilà, il s'est fait descendre de 2 balles dans la tête. Comment on sait qu'il s'est fait assassiner? C'est quelqu'un des services de renseignement qui a parlé. Parce qu'il faisait partie des personnes qui sont arrivées pour, pour constater le décès.
Et lui, il a expliqué que voilà, Pierre Bérégovoy, il avait 2 balles dans la tête, donc déjà quand quelqu'un se suicide de 2 balles dans la tête, c'est compliqué. Et surtout quand c'est pas le calibre de l'arme de service tel que ça a été énoncé. Euh, donc voilà, peu importe pour qui il vote toujours pour nous. Toutes les personnes qui sont à l'aise au niveau politique, c'est qu'ils fonctionnent avec l'oligarchie. Un autre exemple de quelqu'un qui a pas été dans leur sens, c'est Olivier Besancenot. Il a commencé un peu à grossir et à bout d'un moment, il s'est retrouvé avec des gardes du corps, on ne savait pas d'où il sortait et il était surveillé sur ce qu'il disait. Il s'est fait attaquer, il s'est fait prendre à partie, on l'a traité d'antisémite sur un plateau, ça l'a choqué, voilà. Et derrière, il a changé de nom de parti. La Ligue communiste révolutionnaire, c'est devenu le nouveau parti anticapitaliste. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus rien. On le réinvite de temps en temps sur un plateau télé, c'est qu'il doit montrer patte blanche pour se faire inviter, parce que sinon, voilà, il n'aurait pas accès aux médias.